Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence, Le vin, une affaire de femmes, qui vous est proposée dans le cadre de la programmation culturelle de la Cité du Vin. Alors, comme vous le savez, la Cité du Vin est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre, mais nous continuons à vous proposer régulièrement des conférences en ligne en attendant de vous réaccueillir dans l'auditorium de Thomas Jefferson. Donc, bienvenue. Vous êtes actuellement 133 connectés. Donc, voilà, les personnes continuent à se connecter. Donc, voilà, je vais vous rappeler un petit peu le fonctionnement de ces conférences. Donc, nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Vous aurez la possibilité, à l'issue de la conférence, de poser des questions via le chat de Zoom, qui est donc la partie Q&R de votre application Zoom. Donc en bas, dans la barre d'outils, vous avez 2 bulles Q&R et c'est à cet endroit que vous pouvez nous poser des questions. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour d'Atlanta. Voilà, donc c'est un plaisir de vous retrouver. D'autant plus que ce soir, nous avons la chance d'accueillir Laure Ménétrier, qui est directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale et qui a gentiment accepté notre invitation à cette conférence en ligne, qui est toujours un format un petit peu particulier pour nos conférenciers. Donc, vous le savez, hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et voilà, nous souhaitions, comme chaque année, vous proposer un thème sur ce sujet. Voilà. Bonsoir, Laure. Alors, on ne vous entend pas, votre micro et voilà. Bonsoir, Mélanie. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Laure, vous êtes historienne de l'art. Vous êtes diplômée de l'École du Louvre et de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez dirigé les musées municipaux de Beaune de 2010 à 2020 et vous avez également participé au dossier d'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, depuis février 2020, l'an dernier, donc, vous dirigez le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay. Voilà, que vous attendez impatiemment de réouvrir. Et vous menez également de nombreuses recherches sur la critique du vin dans l'entre-deux-guerres, sur l'œnogastronomie en Champagne et sur le thème qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire les femmes et la dégustation de vin. Donc, je vous laisse la parole. Donc, je rappelle à tous nos spectateurs connectés depuis chez vous que vous aurez la possibilité à l'issue de la conférence de poser des questions. Ça se passe dans la partie Q&R de votre application Zoom. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et à tout à l'heure. Merci, Mélanie. Bonsoir à tous. Je pense que mon écran est partagé. Ça doit fonctionner, je pense, puisque j'ai tout fait ce qu'il fallait pour que ça soit partagé. Donc, bonsoir à tous. Merci à la Cité du Vin de Bordeaux de m'avoir invitée pour cette présentation sur les femmes et la dégustation de vin, donc à l'occasion de la Journée de la femme. Donc, la relation entre les femmes et le vin est complexe. Je n'ai absolument pas la prétention ce soir, en 45 minutes, d'analyser ces relations depuis la nuit des temps dans leur exhaustivité. Mais je voulais tout d'abord, en propos liminaire, revenir un petit peu sur cette relation entre les femmes et le vin dans une perspective historique. Donc, c'est une relation qui est caractérisée par un certain nombre de préjugés, d'idées reçues, de tabous. C'est souvent lié à des croyances, en référence parfois à des textes sacrés, puisque le vin est très connoté religieusement et symboliquement. Ainsi, comme vous devez le voir apparaître à l'écran, dans les civilisations anciennes, la femme est peu présente dans les moments de dégustation, que ce soit dans la Bible ou chez les Grecs et Romains. C'est un peu différent dans l'Égypte ancienne et c'est surtout un peu différent en Mésopotamie ancienne, où là, la femme est un peu plus mise en valeur. Dans les sociétés traditionnelles européennes, voilà, je vais vous passer parce que voilà, les informations. Dans les sociétés européennes traditionnelles, on convoque parfois le vin pour le mettre en relation avec les femmes, c'est surtout au moment des accouchements, puisqu'on fait appel en fait aux vertus reconstituantes du vin pour le proposer aux femmes qui viennent d'accoucher. Il y a notamment, par exemple, en Bourgogne, une tradition d'offrir une coupe de mariage à la mariée et de ressortir cette coupe au moment des accouchements.
Et toutefois, d'un point de vue symbolique, en Europe, on oppose depuis longtemps les femmes et le monde du vin. Et je ne vous apprendrai rien en mettant en exergue cette croyance autour du sang souillé des femmes, celui des règles, des menstruations. Cette croyance qui explique deux faits historiques, c'est que d'abord, une femme, traditionnellement, ne débouche pas une bouteille de vin. C'est contraire aux usages, et ça renvoie à des références sexuelles. Et puis, bien sûr, vous le savez, les femmes ont longtemps été exclues de ce monde qu'est la cuverie. C'était un monde interdit pour les femmes puisque on disait, il y avait cette croyance qui disait que les femmes faisaient tourner le vin. Et donc une croyance sans fondement, mais on voit bien là ce qui est en jeu, c'est que cette opposition entre le vin qui va se transformer en sang, c'est la transsubstantiation, c'est le sang du Christ, bien sûr, donc c'est un vin sacré, c'est le vin des hommes, qui s'oppose au sang souillé des femmes. Donc, ça ne signifie pas que les femmes n'intervenaient pas dans la chaîne opératoire et dans l'économie de la vigne et du vin, elles étaient très présentes, mais plutôt à des tâches subalternes, plutôt dans la vigne et dépendantes d'un mari, d'un père ou d'un frère. Donc, il y avait une répartition très sexuée des activités et dans l'attribution des rôles des hommes et des femmes. Au XIXe siècle, qui est un siècle très puritain, imprégné de culpabilité judéo-chrétienne, la consommation de vin par les femmes n'est pas toujours bien perçue, car les effets euphorisants, excitants du vin font peur. Donc on stigmatise la consommation du vin par les femmes. Ce n'est pas honorable pour une femme de consommer du vin, puisqu'on associe le vin au plaisir, que le plaisir des femmes faisait peur, j'emploie le passé. Et notamment au regard de la religion chrétienne, on peut se poser la question que puisqu'elle a condamné le plaisir des femmes, elle a peut-être aussi rendu suspecte la consommation du vin par les femmes. Et ce, contrairement à l'image que vous devez voir sous les yeux, vous avez cette photo d'une femme qui déguste un verre de vin. C'est très rare de voir une femme en train de déguster du vin. C'est une photo qui date de la fin du 19e siècle. Et je remercie Arnaud Orcel, intendant de la confrérie des Chevaliers d'État de Vin, de m'avoir mis à disposition cette photo de son arrière-grand-mère. Et c'est intéressant aussi, pour parler du 19e siècle, de parler du monde du champagne, où il y a en fait une opposition d'images, des images opposées de la femme associée au monde du champagne. Il y a une image très valorisante de la femme en Champagne. C'est la femme qu'on va retrouver dans la publicité du champagne, dans les affiches, dès la fin du 19e siècle, où là, la femme personnifie très souvent le champagne. On est sur l'image de la légèreté, de l'élégance, du raffinement. Donc, que ça soit chez des artistes comme Mucha, Capiello, Chéret, la femme est très présente et vous l'avez là sous les yeux à travers une faïence qui était un décor de restaurant à Reims et c'est une œuvre qui a été achetée par le musée d'Épernay, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. J'espère que vous serez nombreux à venir à visiter dès qu'on pourra l'ouvrir. Une œuvre qui a été donc acquise par ce musée et donc on voit très bien que là, c'est une femme élégante qui personnifie le champagne. Et dans le même temps, le champagne était aussi une boisson sulfureuse, associée plutôt au monde des plaisirs interdits, au monde de la nuit. Et il était plutôt, à certains moments, il a été déconseillé aux femmes de consommer du champagne, qui était plutôt associé aux femmes dites de petite vertu. Voilà, donc là, on est vraiment sur une image très contrastée. Et pourtant, aujourd'hui, au XXIe siècle, on observe un phénomène en constante progression. Depuis une quarantaine d'années, ça s'est énormément accéléré depuis une dizaine d'années. C'est la féminisation du monde viticole. La femme est désormais actrice à tous les niveaux dans le monde du vin et bien souvent actrice de premier rang. Les femmes ont investi différents métiers, que ce soit bien sûr le monde de la production du vin, elles sont chefs de cave, elles sont œnologues, elles sont critiques du vin, elles sont cavistes, elles sont sommelières, elles sont consommatrices, elles sont clientes et amatrices de vin. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Je vais vous parler en fait des femmes dans leur relation à la dégustation du vin et surtout des femmes qui parlent de cette dégustation de vin et qui parlent du vin. Donc, je vais vous parler de tous ces métiers de prescription du vin, les sommelières, les cavistes, les journalistes du vin, mais également les productrices. Donc, c'est un état des lieux de mes recherches. Ça s'enrichira au fil du temps. C'est une synthèse, donc je n'aurai pas forcément le temps de dire tout ce que j'aurais envie de dire. Je me suis surtout concentrée sur la France, l'Europe, l'Amérique du Nord.
Et mon souhait, c'est évidemment d'essayer de garder une certaine ouverture d'esprit par rapport à ce sujet, qui peut être un sujet parfois un peu polémique, de la place des femmes dans nos sociétés. Et je souhaite éviter un féminisme sectaire et primaire en abordant ces sujets. Donc, il y aura Laure, excusez-moi, on ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Vous devez m'entendre, pardon. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager avec vous certains commentaires que j'ai trouvés chez des critiques du vin dans les années 1920-1930. C'est juste pour vous montrer d'où on part, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la critique œnophile dans les années 1920-1930. Donc, c'est des hommes qui parlent de dégustation du vin entre hommes, mais parfois, on parle un petit peu de femmes, et voilà ce qu'on peut y lire, par exemple, de la part de Louis Forest. Il dit les dames, moins sensibles que les hommes aux nuances des vins, sont incapables d'arrêter un bavardage pour fixer leur attention sur un breuvage fameux. On lit également de la part de Raymond Brunet, qui est un ingénieur agronome, nos femmes, ce ne sont pas elles qui prennent pour habitude de sortir pour dîner et déjeuner. Elles savent parfaitement que la note serait trop élevée et le temps perdu serait trop considérable. On lit aussi, toujours chez Raymond Brunet, c'est ma préférée, ça s'abstient de tout commentaire. La française aime l'art culinaire par atavisme. Elle se met d'emblée au fourneau. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous évoquer ce phénomène récent qu'est la conquête par les femmes de plusieurs métiers qui ont pour dénominateur commun d'être des prescripteurs du vin. Donc, ce sont des personnes qui dégustent du vin, qui en font la description, la promotion, qui conseillent des consommateurs, des clients. Donc, des métiers où on fait acte de prescription, c'est des personnes qui portent un jugement et dont on estime qu'elles sont en capacité de porter un jugement. Ça signifie détenir une forme de pouvoir, parce que c'est des métiers dans lesquels il faut être en capacité de s'affirmer, de convaincre, de séduire, de trouver les mots justes. Et on sait qu'historiquement, femmes et pouvoir n'ont pas toujours fait bon ménage. Or, depuis de plus en plus de femmes, non seulement s'affirment dans ces métiers, mais sont également reconnues et entendues. Et donc, je vais vous donner quelques chiffres par rapport à ces différents métiers et vous donner quelques exemples de parcours remarquables. La première femme dont je voulais vous parler, c'est évidemment une pionnière, c'est Jancis Robinson, qui avait été reçue par la Cité du Vin, d'ailleurs, il y a quelques années. Donc, c'est la pionnière, celle qui a vraiment fait bouger les lignes. Elle est britannique. C'est une très grande critique de vin, qui a reçu le titre de Master of Wine, qui est très présente, qui a collaboré avec beaucoup de très nombreuses revues du vin. Elle écrit quotidiennement sur son site, jancisrobinson.com. Elle a créé l'Atlas mondial du vin avec Hugh Johnson. Elle a également édité The Oxford Companion to Wine, qui est mondialement reconnue comme l'encyclopédie du vin la plus complète. Et le magazine britannique Decanter l'a décrit comme la critique de vin et la journaliste la plus respectée au monde. Donc voilà, là, un parcours d'une femme reconnue, influente, très influente également sur les réseaux sociaux, une vraie référence. Également une très grande référence, mais qui est moins connue médiatiquement, c'est Serena Sutcliffe, qui est également britannique. C'est un très grand nom du monde des experts du vin, puisqu'elle a été directrice du département international des vins de Sotheby's de 1991 à 2015. Une très grande experte des vins anciens. Elle a également Master of Wine. Elle a écrit des livres comme Wine of Burgundy, Celebration of Champagne. Donc, une autre grande référence, même si elle est peut-être moins connue d'un plus large public. Et puis, très connue évidemment, et qui sera tout prochainement reçue par la Cité du Vin de Bordeaux, Janie Shirley, qui est une critique de vin coréano-américaine, qui est basée à Hong Kong aujourd'hui, qui est donc journaliste, chroniqueuse de vin, consultante. Elle a travaillé pour Wine Spectator, pour la RVF, pour Decanter. Elle est très influente sur le marché chinois et elle a vraiment su faire de son talent, de ses compétences, un vrai business.
Également, une autre personne dont je voulais vous parler, peut-être un peu moins connue, c'est Catherine Cole. Donc, c'est une Américaine, journaliste du vin, qui est basée en Oregon, à Portland, qui a écrit des ouvrages sur le rosé, sur la viticulture biodynamique également. Et en fait, je souhaitais la mettre en avant parce que son positionnement en tant que chroniqueuse et experte du vin illustre bien comment beaucoup de femmes ont aujourd'hui trouvé leur place dans ce milieu professionnel. Hein. C'est dans cette volonté d'être toujours très pédagogique, de rendre accessible la dégustation à tous. Donc, une grande volonté de partager et de transmettre. Bon, autre exemple, Jens Hanson, bon, je ne vais pas tous les citer évidemment, mais un autre exemple au niveau international, hein, une Britannique encore, installée à Bordeaux et qui collabore avec Decanter. Et en France, quelques grands noms, hein, quelques grandes figures du monde du journalisme. Sylvie Tonnerre, évidemment, qui est rédactrice en chef de Terre de Vin depuis sa création en 1999. Donc, un magazine très reconnu, très qualitatif et incontournable aujourd'hui hein, dans le monde du vin. Et puis, pour le quotidien Le Monde et pour le magazine du Monde, on peut citer Laure Gasparotto, dont je vous reparlerai tout à l'heure, et Ophélie Neyman, qui est également appelée Miss Glouglou sur les réseaux sociaux. Je vous laisse citer Ophélie Neyman, puisqu'elle s'est d'abord fait connaître grâce à un blog. Et dans ce blog, elle parlait du vin avec un ton avec beaucoup d'humour, avec une certaine fraîcheur, avec la volonté d'être très pédagogue aussi. Et puis aussi, ce qui lui tenait beaucoup à cœur, c'est de surtout pas aborder les choses, entretenir l'entre-soi. Elle n'aborde pas du tout le vin comme un signe de distinction sociale, ce qui est parfois le cas. Là, il y a vraiment la volonté de s'adresser à tous. Je peux citer évidemment en Champagne Sophie Claise, qui, avec son blog La Champagne de Sophie Claise, est devenue, a pu se faire connaître donc grâce à ce blog. C'est une référence incontournable hein, sur l'actualité des bulles champenoises. Et globalement, hein, quand on regarde les rédactions hein, des principaux magazines spécialisés du vin, que ce soit Decanter, Wine Spectator, la RVF, Terre de Vin, Le Vigneron, etc., les femmes sont de plus en plus présentes. Je peux citer Laurie Andrès pour Terre de Vin, je peux citer Karine Valentin pour la RVF. Ce ne sont que des exemples. Dans le monde de la sommellerie, c'est une évolution très récente. Hein. C'est un monde qui s'est ouvert il y a peu de temps aux femmes. Pendant longtemps, ça a été un monde très fermé aux femmes. Beaucoup de difficultés pour les femmes de trouver leur place. Il y avait d'abord une réticence de la part de la clientèle masculine à se faire conseiller par des femmes. Les mentalités ont évolué depuis peu. C'est un métier qui s'est ouvert et les femmes manifestent un vrai dynamisme, une volonté de percer très visible dans ce milieu. Même si en France, on compte que 20% de sommelières, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres pays, comme la Russie, comme la Scandinavie ou le Japon, où là, elles sont majoritaires. Je dirais qu'aujourd'hui, pour avoir échangé avec pas mal de sommelières, que la difficulté aujourd'hui, elle réside plus dans le fait de s'affirmer quand on est jeune sommelier, qu'on soit homme ou femme. Quelques très beaux parcours hein, de sommelières. Véronique Rivet, évidemment, qui a un très beau parcours de meilleur sommelier du Canada, des Amériques, qui est arrivée deuxième au concours du meilleur sommelier du monde en 2013. Hein, c'est la seule femme à être arrivée jusque-là. Et qui a aujourd'hui ouvert un bar à vin à Ottawa. On peut citer aussi au niveau international Paz Levinson, une sommelière argentine. Et puis en France, quelques noms, Caroline Furtos, sommelière depuis 2003, qui a travaillé pour beaucoup de très grands restaurants. Je vous parlerai tout à l'heure, puisque j'ai pu recueillir leur témoignage de Pascaline Lepelletier, de Christelle Taret. Et puis un autre exemple, c'est Estelle Touzet, qui est chef sommelier au Royaume de l'Excellence, puisqu'elle règne sur la cave du Ritz, hein, ce palace parisien, depuis 2016. Un autre secteur professionnel, c'est les œnologues, où on compte aujourd'hui entre 25% et un tiers d'œnologues femmes dans le monde. Et aujourd'hui en France, hein, dans les formations d'œnologie, on constate autant d'hommes que de femmes. Et surtout, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes à responsabilité.
J'en veux pour preuve en Champagne la tendance très nette de positionner des femmes chefs de cave. Je peux citer bien sûr Sandrine Logette chez Duval-Leroy, je vous en parlerai tout à l'heure, d'Isabelle Tellier chez Deveneuge, Chanoine et Boiselle, Caroline Latrive chez Ayala et plus récemment Séverine Farson chez Perrier-Jouette, Julie Caville chez Krug, Alice Etienne chez Henriot. Voilà, beaucoup d'exemples relativement récents. Autre secteur professionnel, c'est le monde des cavistes. Donc là, si on regarde les chiffres qui sont fournis par le syndicat des cavistes, il y a environ aujourd'hui 25% de femmes gérantes chez les cavistes. Et chez les vigneronnes et productrices de vin, on compte aujourd'hui environ 30% de chefs d'exploitation viticole femmes en France. Voilà pour quelques chiffres. Je reviendrai tout à l'heure sur sur des témoignages plus précisément. Là, je vous ai mis quelques noms de femmes, entre guillemets, de femmes du vin qui comptent en France. Ces quelques noms, ça n'a absolument pas la prétention d'être exhaustif, mais vous voyez qu'il y a quelques noms évidemment que vous devez connaître, des productrices, mais également on peut citer Christelle Leprel, directrice de Vin et Société, Maryse Guittard, directrice de l'INAO, voilà, donc des postes clés. Donc grâce à ce premier panorama, on constate cette affirmation qui a été lente, mais qui aujourd'hui est vraiment réelle, affirmation de certaines femmes dans ces milieux professionnels, ce qui ne signifie pas que l'accession à ces postes s'est fait sans difficulté, et c'est ce dont on va parler maintenant dans une seconde partie, où je vais mettre en avant le témoignage que j'ai pu recueillir de certaines de ces femmes du vin. Donc, j'ai souhaité en effet échanger avec quelques femmes du vin et il en ressort un constat relativement unanime et partagé sur les difficultés rencontrées par beaucoup de femmes du vin, ou tout du moins sur la nécessité pour toutes ces femmes, et elles me l'ont toutes dit, en début de carrière, de s'interroger sur leur posture, sur leur manière d'être, sur leur manière de s'exprimer pour trouver leur place et se faire respecter et être entendues. Le premier témoignage, il y en aura une dizaine, c'est celui de Laure Gasparotto, qui est donc journaliste et historienne du vin, qui a collaboré, qui a travaillé pour Le Figaro, pour France Inter, pour Le Point, et qui travaille aujourd'hui pour Le Monde et le magazine du Monde. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages par ailleurs, comme l'Atlas des vins de France en 2015. Elle a également été productrice, puisqu'elle avait un domaine viticole. Ce qui est intéressant dans la démarche, dans l'approche de critique du vin de Laure Gasparotto, c'est qu'elle a su, selon moi, conserver son regard critique sur son métier, sur le monde dont elle parle, en veillant à s'interroger sur des pratiques qui peuvent être présentées comme acquises. Par exemple, elle a beaucoup travaillé ces dernières années sur le matériel végétal, elle en a beaucoup parlé dans des ouvrages, dans ses articles, un sujet qui était peu abordé jusqu'à présent dans les médias. Et donc, s'agissant de son activité principale, journaliste du vin, elle m'a confié avoir essayé de s'interroger justement sur cette pratique journalistique, voilà, et avoir essayé de réinventer son métier en essayant de renouveler le champ lexical qu'elle trouvait très formaté pour parler du vin, pour commenter la dégustation de vin. Et elle a toujours cherché à privilégier l'approche hédoniste. C'est-à-dire que commenter une dégustation de vin, pour elle, c'est partager ses vins, c'est aller vers la rencontre, permettre la rencontre entre des vins et les personnes à qui elle s'adresse en commentant ces vins. Elle m'a également confié que quand on parle de la valeur de la parole de la femme dans le monde du vin, qu'elle avait pu constater que la parole de la femme était beaucoup plus transparente que celle de l'homme, une parole moins audible que celle de l'homme, l'homme ayant tendance à s'approprier beaucoup plus aisément la parole, et c'est quelque chose sur lequel je vais revenir puisque beaucoup de femmes ont insisté sur ce point. J'ai pu échanger avec Sylvie Tonnerre également, rédactrice en chef de Terre de Vin, qui a là des propos un peu plus nuancés, en tout cas dans son
positionnement qu'elle a choisi quand elle a échangé avec moi, c'est qu'elle a essentiellement insisté sur le fait qu'il fallait être très professionnel, maîtriser son sujet, avoir des connaissances sérieuses. Et m'a-t-elle dit, pour elle, c'est l'endurance qui donne de la crédibilité aux femmes comme aux hommes. J'ai pu longuement échanger avec une sommelière, avec Pascaline Lepelletier, qui avait été élue personnalité de l'année en 2009 par la RVF. En 2018, elle a obtenu successivement les titres de meilleur ouvrier de France et de meilleur sommelier de France, donc un beau doublé. Elle est donc sommelière et elle travaille aux États-Unis, à New York, depuis 11 ans. Elle est sommelière dans un restaurant gastronomique, Racine. Elle travaille également sur la mise en valeur d'un terroir viticole dans l'État de New York, avec des cépages autochtones. Elle collabore aussi avec la RVF. Donc, nous avons longuement échangé et donc elle constate en effet que dans son milieu professionnel, c'est un milieu très masculin, avec des modes de pensée très marqués par des a priori culturels. Donc, selon elle, on n'est pas sur de la misogynie formulée, mais plutôt au quotidien sur une forme de paternalisme latent. Pour elle, il est indispensable d'élargir la problématique. Quand on parle justement de la place de la femme dans le monde du vin, d'essayer d'avoir aussi d'autres prismes de lecture, c'est-à-dire de toujours avoir en tête quel est l'interlocuteur qu'on a en face de nous, quel est son âge, quelle est son origine culturelle, ses références culturelles, son origine ethnique, géographique, sociologique. Et ce qu'elle met beaucoup en avant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'exigences qui est formulée à l'égard des femmes qu'à l'égard des hommes, et que quand on a affaire à une femme, l'interlocuteur masculin peut plus rapidement parfois tomber dans la caricature psychologique, ce qui invite les femmes à être peut-être plus vigilantes quand elles prennent la parole dans l'espace public, et ce qui peut aussi expliquer que parfois la femme s'autocensure plus que ne le ferait un homme. Pascaline Lepelletier insiste aussi beaucoup sur tous les pièges qui sont tendus à la femme dans le monde du vin. Parce que le monde du vin, bien sûr, le vin, c'est de l'alcool. Ça peut engendrer, dans certaines circonstances, d'éventuels comportements excessifs. Et puis, l'image de la femme, c'est quoi? La femme, elle est très souvent associée soit à la douceur et la discrétion, soit à la sensualité. Donc là, on est vraiment sur des notions pièges pour une femme qui essaye de convaincre et d'affirmer sa parole dans l'espace public. Et de ce fait, ce sur quoi insiste Pascaline Lepelletier, c'est que c'est vraiment l'expertise professionnelle, le professionnalisme, tant dans le comportement que dans ce qui est lié à la technicité du métier, qui vont permettre de gagner une légitimité. Les mêmes propos ont été tenus par Christelle Taret, qui est maître caviste, c'est la première femme à avoir obtenu ce titre, et qui est propriétaire depuis 2016 des Caves du Parc à Neuilly-sur-Seine, et qui est revenue aussi sur ce même constat, à savoir qu'en effet, pour elle, ça avait été compliqué quand elle a débuté, qu'il a fallu qu'elle réfléchisse à la posture à tenir, que ça a pris un peu de temps, et qu'elle a très très vite vu qu'il fallait vraiment avant tout mettre le professionnalisme en avant, ne pas être sur des jeux de séduction, tout en sachant rester soi-même, et bien sûr en sachant recadrer quand cela s'avère nécessaire. Je ne rentre pas je n'aurai pas le temps de relater certaines anecdotes qui m'ont été racontées par des figures de certaines femmes du vin dont je vous parle ce soir, mais il y aurait des anecdotes à raconter, bien sûr, pour chacune d'entre elles. J'ai pu également parler avec une caviste, Laetitia Coniglio, qui est caviste pour les caves Rhône Magnum dans la Drôme. Donc, elle travaille en tant que caviste chez un caviste qui est par ailleurs son époux. Elle a obtenu son diplôme de caviste en 2016. Et nous avons échangé justement, je lui ai posé quelques questions sur ce qu'était sa relation avec la clientèle masculine. Alors, sans parler des situations, des attitudes inappropriées, heureusement rares de la part de certains clients masculins, ce dont elle se rend compte, c'est qu'en effet, il arrive assez fréquemment que les clients masculins aient plus envie de se faire conseiller par un homme que par une femme. Elle insiste sur le fait que
bien sûr qu'elle, en tant que caviste professionnelle, elle refuse que pour établir une relation de confiance avec le client, il faut s'éloigner de tout jeu de séduction, évidemment. Rester vigilante dans les mots qu'on utilise, qu'on emploie, ne pas trop mettre en avant sa féminité. Là, il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur ce qu'est la féminité, mais en tout cas, voilà, surtout la façon de s'habiller, dans les mots qu'on emploie. Et ce qu'elle constate aussi par ailleurs, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au vin, qui sont connaisseuses, et que globalement, sur les jeunes générations, hommes, femmes confondus, il y a une plus grande ouverture d'esprit pour s'intéresser à des vins, des appellations peut-être moins connues, moins célèbres. Après, je voulais également vous préciser au sujet de Laetitia Coniglio qu'en 2018, elle est parvenue en demi-finale du concours de meilleure caviste, concours qui avait été cette année-là gagné par son mari. Je reviendrai sur Audrey Martinez. Je voulais vous dire quelques mots qui m'ont été rapportés par Sandrine Legette, qui est œnologue, chef de cave depuis 15 ans à la maison du Val-le-Roi, en Champagne. C'était la première chef de cave en Champagne. Ce qu'elle m'a dit, comment elle a trouvé sa place en tant que chef de cave dans un monde essentiellement masculin, malgré le fait que la maison du Val-le-Roi soit dirigée par une femme, Carole du Val-le-Roi. Pour Sandrine Legette, son credo, c'est s'affirmer, s'imposer avec tact et intelligence et en adoptant un comportement approprié. Donc, elle a très tôt, en effet, pris conscience que l'attitude, la posture adoptée par une femme dans son métier sont déterminantes. Elle raconte par exemple que le premier conseil qu'on lui a donné quand elle était stagiaire œnologue, un conseil qui lui a été donné par une femme œnologue, c'est de ne pas se mettre en jupe, voilà, pas porter de jupe. Donc voilà, rester neutre dans l'intonation de sa voix, dans le vocabulaire choisi, dans les choix vestimentaires également. Un témoignage que j'ai également pu recueillir d'Audrey Martinez, qui a deux casquettes, puisqu'elle est œnologue de formation, et par ailleurs, elle est très présente sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a un blog qui s'appelle la Wineista. Donc, dans le monde des œnologues, ce qu'elle relève, c'est qu'il y a une vraie parité aujourd'hui, que la parole de la femme aujourd'hui est écoutée et reconnue dans les jurys de dégustation, même si, en effet, les hommes ont tendance à plus s'imposer et à plus affirmer leurs paroles, d'où la nécessité pour les femmes d'en faire peut-être parfois de faire 2 fois plus ses preuves pour exister. Le dernier témoignage que j'ai pu recueillir, c'est celui d'une grande dame du monde du champagne, Evelyne Boiselle, présidente donc de la maison Boiselle. Elle confirme certaines choses dont ce que je viens de dire. C'est que jusqu'à une période récente, il y avait une grande persistance de clichés, d'attitudes tenaces dans la répartition des activités au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que très clairement, les femmes, qu'est-ce qu'on les femmes présentent dans le monde du vin? Oui, mais dans le monde du marketing, dans le monde de la com, à la réception. Et elle l'a vécu à plusieurs reprises lors de voyages d'affaires, par exemple, où elle représentait sa maison, la maison Boiselle, où elle pouvait parfois être moins bien considérée, moins bien traitée que les hommes avec lesquels elle voyageait. Voilà, il y aura un certain nombre d'anecdotes d'ailleurs à raconter à ce sujet. Donc, elle a par ailleurs constaté que dans les réunions de direction, les femmes ont souvent plus de mal à faire entendre leurs paroles, qu'on sollicite moins l'avis des femmes, même si les choses évoluent très positivement à ce sujet, m'a-t-elle dit. Voilà. Et donc, dans le choix de la posture, elle insiste sur le fait qu'il est essentiel pour gagner en respectabilité et en écoute, il est essentiel de savoir garder sa distance, être authentique, ne pas jouer un rôle. Et d'ailleurs, quand je lui ai posé la question de comment acquérir une crédibilité professionnelle, elle m'a dit 3 mots. Elle m'a dit la volonté, le travail et être soi-même. Donc voilà, donc quelques témoignages qui mettent bien en exergue les avancées indéniables dans la féminisation du monde du vin, mais aussi ça met en avant les difficultés qui ont été rencontrées par ces différentes femmes dans leur parcours professionnel pour conquérir leur place, une place dans ces milieux professionnels et dans l'espace public pour imposer leur parole. Bon, on pourrait inscrire ça évidemment dans un cadre beaucoup plus général de comment s'affirmer en tant que femme dans le monde du travail et notamment à des postes à responsabilité, de leadership.
La dernière partie de ma présentation, elle concerne plus précisément l'exercice de la dégustation et donc comment les femmes se positionnent par rapport à ça. Donc, je vais vous montrer que les femmes sont très investies dans ce domaine. Je vais vous parler de la notion de vin féminin et puis je finirai en parlant de l'analyse sensorielle, homme-femme, y a-t-il des différences? Alors, les femmes sont en effet très investies dans l'exercice de la dégustation, sont très présentes dans les clubs, dans les associations de dégustation, dans les concours, qu'on soit dans des structures réservées aux professionnels ou également aux amatrices, qu'on soit dans des structures réservées qu'aux femmes ou mixtes. Les femmes sont très présentes dans des clubs et associations qui fixent souvent les mêmes objectifs quand ce sont des associations de femmes. C'est de se constituer un réseau, de se soutenir et de donner une visibilité aux professionnels du vin. Donc, quelques exemples d'associations de femmes du vin. Bien sûr, Women do Wine, une association qui a été créée en 2017 par Sandrine Govart, qui est une caviste belge, sommelière, chroniqueuse. C'est une association internationale qui réunit des femmes du vin, des femmes qui travaillent dans le monde du vin. Je voulais vous parler d'un autre club, d'un club de dégustation. C'est le club Délectabule qui a été créé par Cynthia Coutu, qui est installée en France, mais d'origine canadienne. Donc, Délectabule, c'est un club qui organise des dégustations de vins effervescents, notamment du champagne, pour les femmes, qui organise également des visites de maisons de champagne, des masterclass. J'ai échangé avec Cynthia Coutu et elle m'expliquait avoir créé ce club pour les femmes parce qu'elle avait constaté que les femmes, dans l'exercice de la dégustation, des femmes qui ne sont pas forcément professionnelles du vin, quand on leur demandait de commenter un vin, qu'elles étaient en présence d'hommes, parfois elles avaient un peu de mal à affirmer leur avis. Elles avaient peur d'être jugées. Et c'est ce qui explique la raison de la création de ce club par Cynthia Coutu, c'est permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer plus librement, puisque les hommes ont peut-être plus tendance à utiliser la parole et leur savoir comme une forme de pouvoir. Il y a également beaucoup d'associations qui réunissent des femmes productrices de vin dans toutes les régions viticoles. Elles sont réunies, ces associations, au sein du cercle Femmes de vin. Je voulais également vous parler d'une association en Champagne qui s'appelle la Transmission Femmes en Champagne. C'est une association qui réunit 9 femmes décisionnaires du monde du champagne, 9 personnalités très engagées, qui ont créé en fait cette structure pour transmettre leurs engagements pour la Champagne et ses défis actuels et futurs, et pour affirmer la légitimité des femmes à tous les niveaux du monde du champagne. Et d'ailleurs, Evelyne Boisel a fait partie de cette structure. Les femmes très présentes également dans les concours de dégustation. À savoir, pour que vous ayez quelques informations à ce sujet, c'est que dans les concours internationaux ou nationaux de dégustation, notamment de sommellerie, dans les concours qui ne sont pas genrés, donc mixtes, la présence de la femme a été pendant longtemps timide, peu valorisée dans les résultats de concours. Je vous ai parlé de Véronique Rivet tout à l'heure, qui est arrivée 2e au concours de meilleur sommelier du monde, mais il n'y a pas encore eu de meilleur sommelier du monde femme. Mais néanmoins, les femmes sont de plus en plus présentes. Je vous ai parlé de Pascaline Lepelletier tout à l'heure. On pourrait citer également Julia Scavo, Maryse Valarousse, comme femmes qui se sont imposées dans ces concours de sommellerie. Et j'ai lu tout récemment dans un article de Terre de Vin que dans le concours qui se tient en ce moment de meilleur jeune sommelier en France, les femmes sont majoritaires pour la demi-finale. Donc, les choses sont en progrès par rapport à ça. Voilà, je cite également le concours Féminalise qui est bien connu de dégustation réservé aux femmes. Les femmes sont également très présentes sur les réseaux sociaux pour parler du vin.
Il y a beaucoup de blogs, de sites, de femmes. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais ce n'est absolument pas exhaustif. En tout cas, les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole d'une manière très générale et peut-être même parfois trop. En tout cas, pour le monde du vin est très représenté sur les réseaux sociaux. Et voilà, les femmes sont très présentes. Elles ont trouvé un réel espace de parole, un lieu pour s'exprimer. Il y a beaucoup d'ailleurs de femmes sur Instagram qui sont devenues de vraies influenceuses. Il y avait d'ailleurs un article dans la RVF il y a peu de temps qui en parlait. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Il y en aurait beaucoup d'autres. De femmes très présentes sur les réseaux sociaux pour parler de vin et de dégustation de vin. Alors parfois également donc la Winista par exemple, Audrey Martinez dont je vous parlais tout à l'heure, et alors parfois des femmes qui sont également très présentes sur Instagram pour placer des produits et qui mettent aussi en avant certains atouts de leur féminité. Voilà. C'est encore une question de posture et de positionnement. Dans quelques exemples qui défilent sous vos yeux de présence des femmes sur les réseaux sociaux pour parler du vin. Et je voulais enfin vous parler de cette très belle initiative Filles de Vigne. C'est une série de reportages sur les femmes du vin qui a été une série donc, de reportages que l'on doit à Marie-Ève Lacasse et à Laurent Le Costumier. C'est disponible sur les réseaux sociaux, sur la Radio Vino. Je vous invite à aller consulter si le sujet vous intéresse parce que c'est une très belle valorisation, c'est des très beaux portraits de femmes du vin. Je voulais vous dire dans quelques mots de cette notion de vin féminin. Qu'est-ce que c'est que le vin féminin? J'ai pu en parler avec Juliane Vernaudon, qui est étudiante en Master 2 de droit, qui a réalisé un mémoire sur la place de la femme dans la conception et la valorisation du produit, du vin, et qui a donc réfléchi à ce que signifiait vin féminin. Donc pour elle, il y a 3 acceptions. Quand on parle de vin féminin, le vin féminin, ça peut être un vin auquel on attribue des qualités de légèreté, d'élégance, de finesse. Le vin féminin, ça peut être un vin produit par une femme. Et le vin féminin, ça peut être un vin qui possède des caractéristiques organoleptiques qui plaisent aux femmes. Alors, par rapport à ça, j'ai un petit peu échangé avec certaines femmes du vin sur cette notion de vin féminin. Et Sandrine Logette, donc chef de cave chez Duval-Leroy, me disait que c'est une expression qu'elle n'emploie plus du tout aujourd'hui, notamment pour parler des vins, des champagnes de la Côte des Blancs, donc à base de chardonnay. Elle va beaucoup plus utiliser les termes d'élégance. C'est également ce que m'a confié Evelyne Boisel. Pour elle, le terme vin féminin, c'est une formule sans fondement. Ça renvoie à aucune référence fondée. Donc, elle parlera plus de vin fin, de vin délicat, mais pas de vin féminin. Et alors, les goûts féminins en vin, quels sont-ils? Avec dans les idées reçues dans la littérature, on lit beaucoup de choses là-dessus, sur le fait que les hommes aimeraient les vins plus tanniques et corsés, les femmes des vins plus légers, plus doux. Voilà. En Bourgogne, moi qui suis bourguignonne, depuis toute petite, j'ai entendu dire que le Chambol Musigny était un vin féminin. Voilà. Bon. Titre personnel, j'aime aussi beaucoup le Gevrey Chambertin et le Nuits Saint-Georges et le Cône Romanée. Voilà. Et d'ailleurs, quand on étudie les choses, j'ai pu relever un certain nombre d'informations dans des études qui ont été consacrées à ce sujet. 57% des femmes choisissent le vin rouge et non le vin blanc, contrairement à certaines idées reçues à ce sujet. J'en ai parlé avec Christelle Taret, donc maître caviste, qui me disait qu'en fait, il n'y a pas de vraie différence, que les hommes peuvent aimer les vins sucrés, les femmes des vins tanniques, dans l'expérience qu'elle a pu avoir, qui est en fait une évolution des goûts, mais qui se fait plus tout au long de notre parcours personnel de dégustateur. Notre goût s'affine au fil du temps et évolue. Ce qu'elle constate néanmoins, c'est une différence dans l'éducation olfactive. C'est que les femmes parlent peut-être plus avec leurs émotions, alors que les hommes ont un vocabulaire peut-être plus technique pour parler du vin quand ils dégustent. Je voulais vous montrer aussi ce baromètre SoWine qui a été réalisé sur les consommateurs de vin en France, où on voit que dans les grands consommateurs, il y a plus d'hommes que de femmes, et qu'en revanche, dans les consommateurs réguliers, c'est très bien partagé, à 55% de femmes, 45% d'hommes. À avoir également à l'esprit
dont je ne parlerai pas beaucoup ce soir, hein, mais c'est que la femme est également une cible marketing. La femme achète le vin. Ça fait longtemps qu'on le sait dans les études de marché. La femme achète le vin, notamment en grande distribution. C'est plutôt la femme plutôt que l'homme, hein, qui achète le vin. Donc, la femme, depuis longtemps, a été repérée comme une cible marketing, ce qui peut expliquer aussi que sur le design, sur l'étiquetage de certaines bouteilles, il y a des choix qui ont été faits pour plaire à certaines femmes qui ne sont peut-être pas forcément de grandes expertes, de grandes connaisseuses du monde du vin. Par exemple, un site, je vous le présente, hein, qui est dédié aux femmes pour conseiller les femmes pour acheter du vin, les jolies robes. La dernière chose dont je voulais vous parler ce soir, pour essayer de respecter le timing, c'est vous parler de la dégustation en version féminine. Est-ce que les femmes dégustent mieux que les hommes? En tout cas, est-ce qu'elles ont de meilleures capacités pour le faire? De la même manière, là, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus et je mets évidemment de côté ce moment particulier de la vie de la femme lorsqu'elle est enceinte, où là, elle a en effet quelques capacités physiologiques beaucoup plus sensibles à certaines choses. Mais en dehors de ce moment-là, ce qu'on peut dire de manière relativement catégorique, c'est qu'il n'y a pas de différence physiologique entre l'homme et la femme dans la capacité à reconnaître des arômes, des saveurs, des parfums. Il n'y a pas tout concours à dire qu'il n'y a pas de palais spécifique féminin. On a plus en fait affaire à une question d'éducation, une question de passé olfactif de chacun, homme, femme, voilà. Et une question d'éducation et de représentation. Et j'en ai discuté notamment avec Lynn Boisel, hein, qui me disait que dans toutes les expériences qu'elle a pu vivre, quand elle avait affaire à un public non entraîné à la dégustation, un public masculin et féminin non entraîné à la dégustation, elle remarquait que les femmes sont plus attentives en fait aux odeurs, aux parfums, peut-être justement parce qu'elles sont plus proches de leurs émotions, ou en tout cas qu'on les a autorisées historiquement à exprimer leurs émotions et leurs ressentis, et que donc elles trouvent peut-être plus facilement les mots pour exprimer ces ressentis. Mais encore une fois, c'est une question d'éducation et de représentation culturelle. Donc, j'ai essayé de faire le tour hein, sur cette conquête par les femmes hein, des métiers du vin. J'ai essayé de tenir un petit peu près le timing, même si j'aurais aimé de dire beaucoup d'autres choses. Et je voulais, après vous avoir parlé de cette dégustation en version féminine, hein, d'avoir fini avec cette thématique-là, je voulais dire quelques mots de conclusion pour vous parler de cette grande question. Est-ce que le vin est une affaire de femmes? Je pense que vous avez compris que je vais répondre par l'affirmative. Je voulais conclure d'abord en vous montrant ce palmarès. Tous les ans, le magazine Decanter décerne, met en valeur une personnalité du monde du vin. Et donc, vous pourrez regarder et observer qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais il y a néanmoins quelques femmes. Et vous ne le voyez pas là, mais en 2019, c'est une femme qui a été reconnue comme la personnalité de l'année, puisque c'était Becky Wasserman, qui est donc à la tête d'une société d'export de vin basée en Bourgogne. Et donc, pour conclure, quelques mots, quand on parle des femmes et de la dégustation de vin aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, et quand on parle de la parole des femmes, quand elles s'expriment sur le vin, d'abord dire que c'est un sujet complexe qui dépasse les questions strictement liées au monde du vin, hein, dans le fait de affirmer sa parole, qui a évidemment des différences, il faut apporter beaucoup de nuances hein, dans tout ce que j'ai dit ce soir, il y a des différences en fonction des générations, il y a des différences sociologiques à prendre en compte, des différences culturelles. Hein, c'est très important de nuancer le propos en tenant compte de toutes ces différences. Ce qui est indéniable, c'est que les professions hein, dans le monde du vin se féminisent massivement, que les réseaux s'organisent pour permettre cette féminisation, et ce, malgré des représentations sociales qui sont encore bien ancrées dans l'inconscient collectif. Et quand je dis collectif, c'est hommes et femmes, hein, c'est que les idées reçues, on peut tous en avoir. Et malgré la nécessité pour les femmes de s'interroger sur leur posture, sur leur positionnement, sur leur manière d'être.
Et ça dépasse, encore une fois, le monde du vin, évidemment. Je pense que ça concerne beaucoup de femmes qui s'expriment en public, beaucoup de femmes qui sont à des postes à responsabilité. Donc, la parole de la femme sur le vin, c'est donc une parole historiquement transparente, mais il y a une vraie évolution là-dessus pour qu'elle soit beaucoup plus audible. Les femmes auraient, semble-t-il, tendance à avoir peut-être un langage plus décomplexé, moins formaté pour parler du vin, en tout cas qui sort des codes conventionnels de la dégustation. Et je dirais que le mot d'ordre là-dessus, c'est oser. Oser s'affirmer, ne pas s'auto-censurer quand on est une femme. Le vrai enjeu est sans doute autour de la gouvernance, voilà, pour faire en sorte que les femmes accèdent à des vrais postes de direction et de responsabilité. Donc voilà, c'est un bilan plutôt positif. J'ai souhaité être positive, même si en effet, il y a encore des choses à faire avancer, à faire progresser. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est affaire de comportement sexiste ou d'harcèlement, parce que ce n'était pas mon propos aujourd'hui. Donc oui, le vin est une affaire de femmes. Je dirais que c'est un travail en cours. Je dirais que, comme on dit en anglais, que c'est un work in progress. Et je voulais évidemment, pour conclure, vous remercier tous, remercier la Cité du Vin de Bordeaux, remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée, qui m'ont conseillé, qui m'ont accordé leur confiance pour préparer cette conférence. Et je voulais aussi remercier pour finir la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, puisque c'est elle qui m'a mis un petit peu à la puce à l'oreille pour me faire travailler sur ce sujet. Donc, je la remercie. Je vous remercie, puis je suis à votre disposition pour répondre, si j'en suis capable, à vos différentes questions. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation. Voilà. Je vous invite à supprimer le partage d'écran pour qu'on puisse échanger. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, les questions, vous pouvez les poser dans la partie QR de l'application Zoom, voilà, qui se trouve en bas de votre écran. Alors, voilà. Alors, Laure, on a perdu votre vidéo. Voilà. C'est le partage d'écran qui… Ouais, je vais remettre la vidéo. Voilà. Parfait, on vous voit. Donc, alors, première question. Alors, une personne nous demande, nous dit qu'elle est frappée par la proportion d'amateurs éclairés déclarés parmi les hommes versus celle de néophytes parmi les femmes. Est-ce qu'il y a une sous-estimation de la part, une sous-estimation des femmes par elles-mêmes, de leur niveau de connaissance, et une surestimation par les hommes, ou est-ce que c'est une difficulté à s'afficher socialement amatrice? Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je ne sais pas sur quelle étude se base cette personne pour déclarer ça. Ça m'intéresserait justement de savoir sur quoi elle se base pour dire ça. Pardon, la slide portrait robot de votre… D'accord. Ok. Alors oui, bah là, je crois que là, ça rejoint des considérations d'ordre très général. C'est qu'en effet, il semble, enfin, on est très nombreuses à le dire et je m'inclus dedans parce que je suis une femme et que je suis amenée à m'exprimer également en public et que oui, les femmes ont tendance à se sous-estimer d'une manière générale. Et là, je vous apprends rien en disant ça. Les femmes ont tendance à se sous-estimer, à avoir moins confiance en elles et à avoir moins confiance en leurs connaissances et leur savoir. Et plusieurs femmes avec qui j'ai échangé me l'ont dit, hein, que je ne vous ai pas parlé, j'aurais pu vous parler aussi de Mélanie Tarlan, qui est productrice de champagne. Elle m'en avait parlé il y a également il y a quelques mois. Elle travaille avec son frère et qu'en effet, elle avait remarqué que dans sa manière de se positionner, elle ne se positionnait pas tout à fait comme son frère. Voilà, ça c'est des exemples très, très concrets qu'en effet, les femmes s'autocensurent. Et en effet, peut-être que quand on nous demande à nous-mêmes de
comment on se situe, dans quelle catégorie. Donc, typiquement, là, amateur, néophyte, peut-être qu'en effet, on a, mais je pense qu'on se sous-estime beaucoup et que, en effet, ça doit être très loin de la réalité parce que quand on regarde précisément des femmes qui aujourd'hui sont Master of Wine, des femmes qui suivent des formations de vin, mais je n'ai pas forcément tous les chiffres, mais les femmes sont très présentes dans toutes les formations liées au vin en France. Sont vraiment de plus en plus présentes, qu'on soit sur de tout ce qui est technique, tout ce qui est œnotourisme, elles sont de plus en plus présentes. Donc oui, je pense qu'elles se sous-estiment. Alors, une personne aussi nous demande, est-ce que vous avez évoqué des anecdotes tout à l'heure dans votre présentation? Est-ce que vous pouvez en partager quelques-unes lors de vos entretiens? Alors, je peux en partager quelques-unes. Je me rappelle par exemple de cette anecdote c'est Audrey Martinez qui m'avait raconté ça. Alors je vais essayer de pas trop déformer les anecdotes, hein, mais elle présentait ses vins, puisqu'elle est également productrice, elle présentait ses vins dans un salon, et donc elle est œnologue et productrice, donc elle maîtrise très bien son sujet, et donc elle était en train de parler du vin à un homme ou à plusieurs hommes, et au bout de, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, les hommes qu'elle avait en face d'elle lui ont dit « Ah oui, d'accord, et alors où est votre mari ?» Voilà, bon, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça où en effet, on a du mal. Et encore une fois, je veux rester nuancée parce que c'est pas le cas de tous les hommes. Je veux surtout pas, laisser imaginer que c'est toujours le cas. Mais des exemples comme ça, il y en a un certain nombre. Voilà. C'est une anecdote parmi d'autres. Hein. Mais voilà, ça nous interroge beaucoup sur la notion aussi de féminité, de comment qu'est-ce que c'est qu'être féminine, de comment garder notre féminité, tout en faisant attention à ce qu'on véhicule de nous. Et ça, c'est aussi des choix personnels hein, de chacune d'entre nous. Ça fait qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs. Oui. Une autre question par rapport au bio, au vin nature. Pensez-vous que les femmes soient plus sensibles, susceptibles de s'engager dans une démarche de vin bio, de vin nature par rapport aux hommes? Ou alors, est-ce qu'elles ont une sensibilité différente que les hommes aux questions environnementales? Je n'ai pas assez étudié le sujet pour me prononcer là-dessus. J'en avais quand même parlé. J'avais donné cette conférence il y a quelques mois donc à Strasbourg, la bibliothèque de Strasbourg, et j'avais échangé avec certains producteurs de vins donc alsaciens, et on avait beaucoup parlé des vins bio, des vins nature, et on était plutôt d'accord pour dire que c'est plutôt là une différence générationnelle, qu'il n'y a pas forcément de grandes nuances entre les hommes et les femmes par rapport à la sensibilité qu'on peut avoir sur ces questions, sur ces enjeux environnementaux. Voilà, moi, je ne pense pas que les femmes soient plus sensibles à cela. Voilà. Maintenant, libre à chacun d'apporter des arguments contraires, mais je ne pense pas. Alors, une personne nous parle du rôle des femmes dans les propriétés durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est vrai que, évidemment, cette présentation n'avait pas pour but d'être exhaustive sur toutes les femmes. Donc, voilà, vous me demandez est-ce que Oui, c'est vrai que je n'ai pas voulu aller sur cette perspective historique. Hein. Je voulais vraiment vous parler des femmes aujourd'hui dans le monde du vin. Et encore, je suis loin d'avoir dit tout ce qu'on aurait pu dire. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé hein, du rôle très important, de la place très importante des femmes pendant les guerres, hein, pas que la Seconde Guerre mondiale. Il y a pas mal d'ouvrages hein, qui ont été écrits là-dessus. Donc je pourrais transmettre les références bibliographiques s'il le faut là-dessus. Mais en effet hein, les hommes étant partis à la guerre, les femmes ont tenu un rôle de premier plan durant ces périodes-là, évidemment. Voilà. Mais les femmes ont toujours été très, très présentes, mais voilà, en second plan, derrière monsieur. Alors, pareil, une question sur, et vous l'avez rappelé au début, hein, c'est évidemment très différent en fonction des pays et des continents. Est-ce que vous pouvez nous donner une personne qui nous demande est-ce qu'il y a des différences de comportement? Alors, je sais que le sujet ne peut pas être enfin, voilà,
Voilà, largement, mais est-ce que vous avez des informations concernant notamment l'Amérique du Nord? Est-ce que vous connaissez? Alors, l'Amérique du Nord, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a d'abord mon expérience, moi, en tant que consommatrice et cliente, pour être allée pas mal de fois aux États-Unis, au Canada. Ce qui m'avait frappée, parce que bien sûr, toutes ces questions, c'est des questions qui m'intéressent depuis très longtemps, parce que je suis amatrice de vin et parce que je suis une femme. Et que donc, moi-même, en tant que consommatrice et cliente, j'ai vu une évolution depuis 15 ans. Et je pense que voilà, on peut être nombreuses à le dire. Il y a une quinzaine d'années, quand j'allais dans un restaurant en France, que j'étais avec mon compagnon, qu'on nous amenait la bouteille de vin, on la faisait systématiquement goûter à monsieur et pas madame. C'était systématique. Et je vois l'évolution en France depuis mais c'est très récent, je dirais que c'est depuis 4-5 ans, la question est posée. Qui goûte, monsieur ou madame? Ce que j'ai vu en Amérique du Nord, c'est qu'en fait, c'est la personne qui commande le vin. Voilà, ça m'avait vraiment frappé. C'est la personne qui a commandé la bouteille à qui on propose de déguster. Voilà. Comme quelque chose de vraiment systématique. Voilà. Ce que je n'ai pas perçu en France. Mais en France, on est vraiment dans un pays, voilà, le vin, voilà, une place historiquement très très forte, très très importante. Pour l'Amérique du Nord, il y avait aussi autre chose qui me vient à l'esprit que je trouve très intéressant. J'en ai pas parlé ce soir parce que j'avais pas le temps. Il y a une étude qui a été menée, je dois avoir les références par une maître de conférence à l'université de La Rochelle qui s'appelle Ève Lamandour. Elle a travaillé sur la place du vin dans les séries américaines et elle a montré comment le vin, notamment le vin rouge, était associé à la classe urbaine aisée, était associé à la working girl, puisqu'en fait, le vin aux États-Unis n'a pas la même place qu'en France. Hein. En France, c'est une boisson nationale, c'est consommé par toutes les classes sociales, par tous depuis longtemps. C'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, dans beaucoup de séries américaines, on voit des femmes rentrer après leur grande journée de travail, elles rentrent chez elles, elles enlèvent leurs escarpins, un premier truc, et ensuite, après avoir enlevé les escarpins, elles se servent un verre de vin rouge. Voilà. Et il y avait des grandes séries très très connues, très populaires qui étaient citées, où on voit qu'en fait c'est un signe de distinction sociale de la femme voilà, c'est un produit iconique et légitime, indispensable de la femme qui a réussi dans les séries américaines. Voilà. Et peut-être la dernière chose qui me vient à l'esprit pour l'Amérique du Nord, c'est pour en avoir pas mal parlé avec Pascaline Lepelletier, c'est qu'elle insiste aussi beaucoup sur, je disais, sur d'autres prismes de lecture, c'est qu'il y a aussi il y a évidemment le genre, homme-femme, mais il y a aussi les différences culturelles en fonction des communautés, sachant qu'aux États-Unis, les communautés ne se positionnent pas de la même manière dans la société. Voilà. Donc, il y a aussi tout cela qu'il faut prendre en compte. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions. C'est un sujet très, très vaste. On est d'accord. Voilà. Est-ce que, alors, il y a une question d'une étudiante en formation sommelier caviste, mais vous l'avez abordé sur la notion de vin féminin. Est-ce que aujourd'hui, c'est un terme qu'on peut toujours employer ou est-ce que c'est un terme sexiste? Chacun est libre d'utiliser les termes qu'il le souhaite. Hein. On n'est pas là pour interdire. Et voilà. Mais après, la question, c'est de savoir ce qu'on met derrière. Qu'est-ce qu'on voilà. On dit, on peut employer le terme féminin, mais qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on met derrière? Et là, très très vite, certains pourraient peut-être répondre. Est-ce que c'est on est sur les notions d'élégance, de légèreté, mais est-ce que l'élégance et la légèreté, c'est forcément lié à de la féminité? Voilà. Donc, c'est pas forcément ce que je considérerais comme le plus sexiste. Voilà, ça serait pas forcément quelque chose que je considérerais, moi, à titre personnel, comme une attaque sexiste. Et on véhicule tous des idées reçues et ce genre de représentation, d'image. On en véhicule tous et on vit tous de ça. Évidemment, hein, il faut, et je suis la première. Si je vous dis que je vais me faire féminine, c'est peut-être que j'aurai en tête que je vais mettre une robe et des escarpins. Or, on peut peut-être, et vous allez comprendre, on va être nombreux, hommes et femmes, si je vous dis que je vais me faire féminine, on va tous penser à ça. Or, on peut peut-être être féminine en basket
et en jean. Voilà. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est dans les inconscients, dans les représentations qu'on a tous, c'est savoir en fait qu'est-ce qu'on met derrière le terme féminin en fait. Donc vin féminin, pourquoi pas, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on est sur si ça fait référence à des vins légers, peu tanniques, peu charnus, j'ai envie de vous dire, pour moi par exemple à titre perso, que ça m'intéresse moins. Parce que c'est pas, mais voilà. C'est une affaire de goût. Voilà, c'est une affaire de goût. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette conférence. Voilà, donc si vous voulez revoir cette conférence, elle sera très prochainement sur le site de la Cité du Vin dans la médiathèque. On retransmet systématiquement tous nos contenus en ligne, donc dans la médiathèque de la Cité du Vin. Et puis alors justement, Laure en a parlé tout à l'heure, nous avons une rencontre samedi prochain, le 13 mars à 15h, avec Jenny Choly, qui sera également en ligne sur Zoom avec nous, donc Jenny Choly, Master of Wine, et à qui vous pourrez poser des questions. C'est à 15h samedi. C'est animé par Mathieu Doumange, qui est le rédacteur en chef adjoint du magazine Terre de Vin. Elle nous parlera notamment de la consommation du vin en Asie, des marchés asiatiques du vin, des accords mets et vins avec les cuisines asiatiques, la place des vins de Bordeaux en Asie et dans le monde. Voilà. Donc un vaste sujet. Elle a beaucoup de casquettes, Jenny Choly. Donc c'est notre première rencontre en ligne à l'autre bout du monde, à Hong Kong, avec Jenny Choly. Et puis aussi le 23 mars à 19h, nous aurons une conférence sur la consommation du vin et les nouvelles générations et en quoi le vin, la consommation du vin est totalement transformée depuis ces dernières années. Voilà, comment on consomme le vin aujourd'hui. C'est Joël Brouard, qui est professeur de marketing à l'ESC Dijon-Bourgogne, qui viendra nous en parler mardi 23 mars à 19h. Toujours sur Zoom pour le moment, en attendant de vous réaccueillir donc à la Cité du Vin. Et tous ces événements que nous vous proposons sont en ligne. Vous pouvez retrouver sur le site internet dans la rubrique événements. Vous avez toutes les conférences. Donc voilà. Je vous remercie encore, Laure, pour... Merci à vous. Merci d'avoir accepté ce format très particulier en ligne et un peu, en distanciel, qui manque un petit peu de convivialité, mais en tout cas, c'était une très belle conférence. Donc, merci encore. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.